Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un bon bout de temps, je crois à peu près 2 mois et demi, que je n'avais pas fait de vidéo. Évidemment, la liste de choses à faire c'est allongée, mais je me suis dit tiens, là j'ai un petit peu de temps, je vais me débarrasser de ça. Alors quelques petites remarques, comme d'habitude j'ai préparé cette vidéo il y a un bon bout de temps. Donc je risque de temps en temps de ne plus me souvenir pourquoi j'avais prévu un certain onglet. Je suis un peu rouillé et... Bon, il me semblait que j'allais dire autre chose. Alors, premier truc, donc The Whisper in Darkness, en début septembre, a fait une vidéo sur la FAQ 2.1 et les Chained Unchained spécifiquement. Je crois que j'ai pas regardé cette vidéo, mais bon, je la signale. La chaîne Horreur Arkham JCE TV qui a fait une vidéo sur la nouvelle liste des tabous de 2023. Pareil, c'était il y a même période, voilà, 5 septembre. Je n'ai pas regardé. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'investigateur Ashcan Pitt version parallèle. Donc, l'article était sorti le 28 juillet. Je crois que j'ai préparé cette vidéo à peu près à ce moment-là, peut-être tout début août. Voilà, aujourd'hui on est le 12 novembre. Et alors, The Whisper in Darkness, comme d'habitude, le 31 juillet, donc quasi immédiatement, il a fait une vidéo preview. Encore une fois, je n'ai pas pris le temps de la regarder. Donc vraiment, je vais vous donner mon opinion préliminaire, sans avoir vu ce qu'en ont dit les autres vidéastes, sans avoir pu le tester, mais à première vue, et comme il y a du temps qui s'est écoulé, je pense que maintenant sur ArkhamDB, Ashcan Pitt parallèle est disponible pour créer des listes de decks, donc aujourd'hui, je vais essayer de lui faire une liste de decks. Alors je sais pas encore si ça sera pour du solo, du duo ou du trio. Le trio n'est pas impossible, vous verrez pourquoi plus tard, et je diffuserai la vidéo quand je le pourrai. Et entre le fait que c'est une reprise là, que c'est la première vidéo depuis longtemps, que je manque un peu de temps, le montage sera sûrement très sommaire. Voilà. Donc Ashcan Pitt, la version normale. C'est un survivant, 4, 2, 2, 3, 6 points de vie, 5 points de santé mentale. Il joue beaucoup sur Duke, qui lui permet de faire normalement 2 fois par round une enquête ou du combat avec une valeur de base de 4. Pour l'enquête, il y a dans l'action le déplacement puis l'enquête. Pour le combat, il y a 2 dégâts si l'attaque est réussie. Il était sorti dans Dunwich, donc il a accès aux cartes neutres, aux cartes de sa classe et jusqu'à 5 cartes de niveau 0 d'une autre classe. Voilà. Et donc, FFG nous sort On the Road Again, le mini-scénario, je peux appeler ça le mini-pack de cartes, qui fournit Ashcan Pitt parallèle. Alors, Ashcan Pitt, il a plus les mêmes stats. Non, il a gagné 1 en force, là. Donc Ashcan Pitt, 4, 2, 3, 3, 7 points de vie, 7 points de santé mentale, pareil, il en a plus. Il est toujours vagabond. Vous commencez la partie avec la guitare de Pitt en jeu. Réaction, quand une carte que vous... rien. Quand une carte que vous possédez, ou contrôlez... Non, c'est possédé. Quand une carte que vous possédez qui est attachée à une carte de scénario devrait être défaussée, ajoutez-la à votre main à la place, limite d'une fois par round. Signe des anciens, +1. Choisissez une carte que vous possédez qui est attachée à une carte de scénario. Vous pouvez retourner cette carte dans votre main. Donc déjà, la ligne de stats, 12 au total, ok, 7 et 7, ok. Il n'a plus son chien, il a sa guitare. Alors, sachant que comme la guitare a le mot-clé replacement, vous pouvez dire, je vais le jouer avec ces 2 cartes signature et ces 2 faiblesses. Donc vous pouvez jouer un Ashcan Pitt avec Duke et la guitare, mais par contre, comme vous n'avez plus une carte d'investigateur qui vous dit vous commencez la partie avec Duke
Duke sera mélangé dans votre deck et il faudra le piocher et le jouer. Bon, petite remarque à part. Donc voilà, réaction, il va jouer sur les cartes qu'on attache aux cartes scénario, et pour rappel, carte scénario, c'est carte acte, carte intrigue, carte de résumé de scénario, carte lieu, et toutes les cartes qui sortent du deck de rencontre. Voilà. Et son effet, un petit peu de récursion. Vous avez attaché une carte à une carte de scénario, vous voulez la récupérer en main, ok, vous la récupérez. Pour l'attacher à un endroit où c'est plus intéressant. Ces règles de construction, taille de deck 30, cartes survivant jusqu'au niveau 3, cartes qui ont le trait improvisé ou tactique jusqu'au niveau 4, cartes neutres, jusqu'à 5 autres cartes gardiens de niveau 0. Et il doit avoir... Ah, là il y a une erreur. Bon, il a sa guitare, sa faiblesse et une faiblesse de base au hasard, voilà. Alors déjà, les cartes auxquelles il a droit, toutes les cartes survivant de niveau inférieur à 4. Bon, on a un paquet. Les cartes improvisées et tactiques, niveau 5 exclus. Beaucoup de cartes gardiens, quelques cartes chercheurs et beaucoup. Cartes survivants, cartes truands, mais donc il n'y a pas de mystique. Alors qu'est-ce qu'on peut noter comme carte qui me semble ressortir du lot? L'explosion de dynamite, le classique, 3 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur dans le lieu ou dans le lieu connexe. Contre-attaque au point, rapide à jouer quand un ennemi vous attaque, avant de résoudre cette attaque, combattre, cette attaque cible ennemi attaquant, vous gagnez plus 2 en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Ça vous permet de faire des dégâts en face des ennemis, et également de faire des dégâts sans dépenser d'action. Par contre, il faut avoir encaissé d'abord. Ah non, pardon, là c'est version niveau 2, donc l'ennemi devrait vous attaquer, vous résolvez votre attaque d'abord, si vous l'avez vaincu, vous ne prenez pas son attaque. Indigestion de plomb, alors là c'est version de niveau 0. Quand rapide, à jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu, dépensez un pion munition supplémentaire de ce soutien. Quand vous révélez des pions KO pour cette attaque, révélez un pion KO supplémentaire, choisissez-en un à résoudre et ignorez les autres. Donc c'est pour augmenter vos chances de réussir votre attaque avec une arme à feu. Plus qu'une dans la chambre, rapide, à jouer à la fin d'une attaque ou d'un effet qui a dépensé la dernière munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez. Ajoutez une munition à ce soutien, vous gagnez plus 3 à votre valeur de compétence pour votre prochaine attaque avec ce soutien à ce round. Donc, pour se donner une chance supplémentaire d'attaquer avec une arme à feu et bien augmenter ses chances grâce au plus 3. Et vu que Ashcan Pete est survivant, il a accès au Derringer 18 de niveau 2. Voilà, combattre, vous gagnez plus d'enforce, infliger plus un dégât pour cette attaque. En cas d'échec, placez une munition sur le Derringer, et la prochaine fois que vous déclenchez cette capacité durant ce round, vous gagnez plus en force supplémentaire pour cette attaque. Donc il a 3 de base, il a en plus 2, ça le fait passer à 5. S'il rate la fois suivante, il attaque à 6. Et je pense pas l'avoir précisé, mais comme il a accès aux cartes gardiens de niveau 0, il a accès notamment à l'aventurier qui peut recharger le Derringer. Premier tour de garde, voilà, rapide, à jouer quand l'étape piocher une carte rencontre de la phase du mythe devrait commencer. Au lieu de résoudre cette étape, regardez les X cartes du dessus du deck rencontre, X étant le nombre d'investigateurs. Répartissez ces cartes comme vous le souhaitez entre les investigateurs, mais en distribuant pas plus d'une carte à chaque investigateur autre que vous. Ensuite, une à la fois, chaque investigateur pioche là où les cartes qui lui ont été distribuées. Donc ça, je l'ai déjà mentionné, pour cette carte, moi je la joue qu'à 3 ou plus, donc comme je joue jamais à 4, à 3 concrètement, et ça, ça va le permettre d'attribuer à chaque investigateur ceux qu'il peut le mieux le gérer, et peut-être donner à Ashcan Pete l'occasion d'attacher des cartes aux cartes scénario qu'il récupère. Aux cartes rencontres qui donc sont des cartes scénario. La perfection vient de l'entraînement, le grand classique, vous faites un test, vous tutorez une compétence qui a le trait entraîné parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, vous l'attribuez, si vous réussissez, elle revient dans votre main. Et Ashcan a le droit
notamment à 5 cartes gardiens de niveau 0, donc il peut mettre dans son deck jusqu'à 2 coups vicieux, jusqu'à 2 leçons de combat, jusqu'à 2 meneurs d'hommes, et ou jusqu'à 2 prendre l'initiative, mais pour un total de 5. Et alors j'ai pas regardé dans les autres classes, mais évidemment il a aussi accès à toutes les compétences jusqu'au niveau 4 qui ont le trait entraîné et le trait tactique. Improvisé, je pense pas qu'il y en ait. Il a accès aux compétences entraînées de la classe survivant jusqu'au niveau 3. Bon, par simplicité, j'ai sorti que les compétences de gardien. Dieu reconnaîtra les siens si vous êtes à au moins 2, peut-être plutôt 3 que vous le spécialisez en combat. Et ben avec cette carte-là, si vous avez tué des ennemis dont le total de points de vie est d'au moins 6, il joue cette carte avec sa dernière action et il a un point d'expérience supplémentaire pour le scénario. Taper dans la fourmilière, un événement. Alors je bug un peu parce que je suis en train de me dire que j'ai pas parlé du coup des cartes précédentes, je crois. Donc là c'est un événement gratuit. Cherche un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus deck, rencontre et générez-le, engage avec vous, au lieu de son lieu de génération normal. Ensuite, découvre un indice dans votre lieu et gagnez X ressources, X étant la valeur de vie de cet ennemi, mélangez le deck rencontre. Donc, c'est une carte qui fait de la découverte d'indices, qui fait du gain de ressources. Alors l'inconvénient, c'est qu'elle vous file un ennemi, dont il va falloir se débarrasser. Mais l'avantage, c'est que l'ennemi, vous le récupérez au lieu de le générer là où il devrait être. Et alors, c'est extrêmement variable selon les scénarios, mais ça vous évite l'acolyte qui surgit à l'autre bout du scénario, enfin l'autre bout du plateau, et qui va vous faire perdre un round, ou encore pire, je crois que c'est Mage de l'Ordre, qui se prend une fatalité dessus à chaque round, etc. etc. Donc à optimiser, mais carte intéressante. Sous surveillance, un événement qui coûte 3. Je suis en train de réfléchir, oui, toutes ces cartes-là, je crois pas l'avoir reprécisé, mais toutes ces cartes-là, il peut les avoir, parce que, le trait tactique ou le trait improvisé est niveau 4 maximum. Voilà. Donc là, c'est une carte tactique. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu, forcé. Après qu'un ennemi non élite est entré dans le lieu attaché, défaussez sous surveillance, échappez automatiquement à cet ennemi et découvrez un indice dans le lieu attaché. Cet ennemi ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Donc du gain automatique, que je dise pas de bêtises, voilà, gain automatique d'indices plus gestion d'ennemis. Vous échappez automatiquement à l'ennemi. Il ne se redresse pas. Vous pouvez le combiner avec la carte taper dans la fourmilière, parce qu'avec taper dans la fourmilière, vous allez chercher un ennemi, donc il se retrouve généré dans votre lieu, ce qui déclenche sous surveillance, et attaché à votre lieu, les cartes lieux sont des cartes de scénario, donc vous avez attaché ça à une carte scénario, donc ça déclenchera la réaction d'Ashcan Pit, mais on en reparlera plus tard. Alors là j'ai mis Mark Carrigan, je me souviens plus pourquoi. C'est peut-être pour rappeler que lui n'avait accès qu'aux cartes tactiques de niveau 0, et que ça m'amuse de constater que le soldat a accès seulement aux cartes tactiques de niveau 0, alors que le boxeur fan-made avait accès aux cartes tactiques jusqu'au niveau 3. Là on a le vagabond qui a accès aux cartes tactiques jusqu'au niveau 4, donc en fait le soldat est celui qui est le moins tactique. C'est une petite remarque en passant. Alors, les cartes improvisées tactiques, niveau... pourquoi ? Alors attendez un instant. Ah, j'ai fait une erreur, c'est pas niveau... Enfin, moins de 4, c'est moins de 5. Bon, ça n'en rajoute pas. Oui, donc voilà, les cartes qui ont les traits... qui ont le trait improvisé et ou le trait tactique, qui vont s'attacher et qui... Ça m'énerve ce truc, qui ne sont pas de niveau 5.
Voilà, bah il y en a 16. Bon. Alors, première carte, tu ne mourras pas deux fois. Un événement très perspicacité tactique, rapide à jouer quand vous devriez défausser une carte traîtrise après avoir résolu ses effets. Mettant en jeu tu ne mourras pas deux fois dans votre zone de menace et attachez-y la traîtrise. Réaction, quand n'importe quel investigateur pioche un exemplaire de la traîtrise attachée, défausser tu ne mourras pas deux fois, annulez l'effet révélation de cette carte. Alors j'ai fait une vidéo de combo avec cette carte, j'en ai déjà parlé, mais l'idée c'est... dans un scénario, il y a une traîtrise qui revient plusieurs fois. Je sais pas, par exemple, reste pourrissant. Il me semble qu'il y a un... Je ne sais s'il n'y a pas un scénario de Dunwich où il y a des restes pourrissants dans le set du scénario, en plus du set standard dans lequel ça se trouve. Bref. Une traîtrise est présente en 2, 3, plus exemplaires. Vous résolvez cette traîtrise. Vous jouez tu ne mourras pas deux fois. Vous le mettez dans votre zone de menace, vous attachez la traîtrise. Donc tu ne mourras pas deux fois se retrouve attaché à une carte de scénario. Quand un investigateur repioche la même traîtrise, vous défaussez tu ne mourras pas deux fois. Avec la réaction d'Ashcan Pit, vous pouvez à la place le remonter dans votre main, et vous annulez l'effet de révélation de la traîtrise qui vient d'être piochée. Et l'autre traîtrise, enfin les deux traîtrises, celle qui était dans votre zone de menace et celle dont vous avez annulé l'effet révélation, partent à la défausse du deck de rencontre. Voilà. Et donc, vous pouvez utiliser tu ne mourras pas deux fois plusieurs fois pendant la partie. Ça va être intéressant, notamment si vous jouez le cercle brisé, vu que c'est quand même un des concepts de cette campagne-là, d'avoir des cartes rencontres en plusieurs exemplaires, du style le machin truc des sceaux là, le destin des sceaux je crois que ça s'appelle. Ouais, ou la carte qui vous dit faites un test d'agilité, ça doit être dans le renouveau, faites un test d'agilité, si vous réussissez... si vous réussissez, vous mettez la carte de côté. Si vous ratez, vous prenez des dégâts. Bon, voilà. Blessure grave. Rapide à jouer après que vous avez attaqué avec succès un ennemi non élite en ayant utilisé un soutien corps à corps. Attachez blessure grave à l'ennemi attaqué. Forcez à la fin du round, infligez un dégât à l'ennemi attaché. Et l'ennemi attaché, quand il est vaincu, il part à la défausse et blessure grave part dans votre défausse. Alors j'ai déjà mentionné tous les défauts de blessure grave, c'est à la fin du round qu'on fait le dégât, donc entre-temps, il y a entre l'attaque qui permet d'attacher blessure grave et le moment où blessure grave inflige un dégât, il y a la phase des ennemis. Donc si on est dans le même lieu que l'ennemi et qu'il est redressé, on se fait attaquer. Idéalement, il faudra attacher blessure grave et s'éloigner de l'ennemi et jouer sur l'attrition, donc l'ennemi se prend un dégât, puis un dégât, puis un dégât, et en 2, 3, peut-être 10 rounds, il est vaincu. Enfin 10 rounds, bon, c'est un ennemi non élite, donc peu probable qu'il ait autant de points de vie. Mais là, la spécificité, quand vous mettez cette carte-là dans un deck Ashcan Pit parallèle, c'est que quand blessure grave est défaussée, ça revient dans votre main. Alors il y a quand même une limite d'une fois par round pour la capacité d'Ashcan Pit, mais blessure grave, vous pouvez jouer successivement sur plusieurs ennemis. Bolas. Alors oui, j'ai pas pris la peine d'aller chercher sur un autre site les pages des cartes avec les images. Donc Bolas, événement tactique, échappé à, cette tentative d'évasion utilise la force au lieu de l'agilité. En cas de réussite et si l'ennemi est non élite, attachez-lui le Bolas. L'ennemi attaché perd -1 d'évasion. Après que l'ennemi attaché s'est déplacé, inclinez-le. Bon, alors là le truc, c'est que cette carte-là, elle vous sert à ne plus vous soucier d'un ennemi non élite, mais donc le problème c'est qu'a priori, elle reste attachée à cet ennemi. Donc pour un deck Ashcan Pit parallèle, ça ne sera intéressant que si vous envisagez à un moment donné de vous débarrasser de l'ennemi. Vous lui mettez Bolas, donc
Il se déplace mais très lentement, vu qu'à une phase des ennemis sur 2, il est incliné. À un moment donné, il entre dans un lieu dans lequel il y a d'autres ennemis, vous dites c'est le bon moment pour l'explosion de dynamite, il est vaincu, Bolas part dans votre défausse, et vous pouvez récupérer la carte. Ouais, je vérifiais, la capacité d'Ashcan Pit, c'est bien au moment où la carte est défaussée, on peut la récupérer. Hein, c'est une réaction, c'est pas une action rapide. Embuscade. Attachez cette carte à votre lieu. S'il n'y a pas d'investigateur dans le lieu attaché, défaussez embuscade. Forcez. Après qu'un ennemi est généré dans le lieu attaché, infligez 2 dégâts à cet ennemi et défaussez embuscade. Alors cette carte-là, je pense ne l'avoir jouée qu'avec Nathaniel Cho, parce que pour lui, l'intérêt, c'est il peut rajouter un 3e dégât. Et là, ça commence à être fort. Le problème d'embuscade, c'est que vous le mettez sur votre lieu, quand vous partez du lieu, c'est défaussé. Alors, certes, Ashcan Pit peut le récupérer en main, mais ça serait mieux qu'il récupère embuscade en main après en avoir tiré un avantage. Mais on a vu tout à l'heure, et je crois... Non, pardon, on ne reverra pas tout de suite, Ashcan Pit parallèle a accès à taper dans la fourmilière. Ouais... Alors attends, je vais vérifier le timing. Ouais, c'est à n'importe quel moment. Donc vous pouvez... ouais, c'est ça. Première action, vous jouez embuscade, vous l'attachez à votre lieu. Deuxième action, vous jouez taper dans la fourmilière, vous allez chercher un ennemi, vous le générez dans votre lieu, ça déclenche embuscade, il se prend 2 dégâts, réaction d'Ashcan, vous récupérez embuscade en main, vous avez gagné un indice dans votre lieu, et vous avez gagné X ressources, X étant la valeur de points de vie. Et au passage, si l'ennemi a 2 points de vie, vous gagnez 2 ressources, et vous remboursez l'embuscade. Et s'il n'a que 2 points de vie, il a été tué par l'embuscade. Voilà. Voilà. Alors évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette carte-là nécessite qu'un ennemi soit généré assez rapidement avant que vous sortiez du lieu parce que vous n'avez plus rien à y faire. Taper dans la fourmilière va vous chercher l'ennemi, mais si on va chercher les ennemis, on va chercher les ennuis quelque part, ensuite il faut savoir les gérer. En chasse, là spécifiquement celle de niveau 3, celle de niveau 0 ça marcherait pas, donc pendant la phase du mid, vous devez piocher votre carte rencontre, à la place vous jouez en chasse de niveau 3, vous allez chercher un ennemi dans le deck rencontre, dans tout le deck rencontre, vous le générez engagé que vous lui attachez en chasse, donc en chasse est attaché à une carte scénario, vous mélangez le deck rencontre, quand vous vainquez l'ennemi attaché, vous gagnez 3 ressources. Et quand vous vainquez l'ennemi attaché en chasse, devrait partir dans la défausse, et à la place, vous renvoyez dans votre main. Voilà, et donc vous pourrez rejouer en chasse pour récupérer les ennemis quand vous le souhaitez, pour gagner des ressources, pour chasser les points de vie, et à noter aussi, en chasse peut comboter avec Dieu reconnaîtra les siens, parce que, à un moment donné, vous dites, je sais pas, par exemple, je suis dans un lieu sur lequel j'ai mis embuscade, c'est-à-dire, par exemple, voilà, je suis dans un lieu sur lequel j'ai mis embuscade, donc j'ai de quoi faire 2 dégâts à un ennemi, j'ai mes 3 actions, j'ai un Dieu reconnaîtra les siens en main, donc je joue en chasse, je vais chercher un ennemi qui a 6 points de vie, je le génère dans mon lieu, il se prend 2 dégâts, première action, je lui fais 2 dégâts, par exemple en attaquant avec... que je trouve un bon exemple. Bon, peu importe, en attaquant avec la hache d'incendie, en attribuant un coup vicieux, pour faire au moins 2 dégâts, voire 3 dégâts si j'ai plus de ressources. Deuxième action, je réattaque, j'ai vaincu mon ennemi. Troisième action, je joue Dieu reconnaîtra les siens. Et j'ai récupéré en chasse en main. Autre carte, la barricade, celle de niveau 3. Attachez cette carte à votre lieu. Les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché ou y être générés.
Chaque fois qu'un ennemi non élite devrait être généré dans le lieu attaché, générez-le dans un lieu connexe à la place si possible. Forcez, quand un investigateur quitte le lieu attaché, défausser la barricade. Alors barricade, ça peut être très intéressant pour je vais y arriver, pour empêcher aux ennemis non élites d'aller dans un lieu, pour éventuellement les bloquer dans certains coins du plateau. Mais il y a toujours ce petit inconvénient, si quelqu'un sort du lieu, barricade et défaussé, Ashkan, lui, il peut dire non, je le récupère en main et je le rejouerai plus tard. Donc ça donne plus d'utilisation à la barricade, et on n'est plus dans l'idée, une fois qu'on est installé derrière la barricade, on y reste tout le scénario, c'est plutôt grâce à barricade, on va avoir 2-3 fois dans le scénario un petit lieu protégé des ennemis ou un passage bloqué pour les ennemis. Alors la cachette. Rapide, attacher cachette à n'importe quel lieu, chaque ennemi non élite dans le lieu attaché gagne distant, forcé, à la fin de la phase des ennemis, si un ennemi redressé dans le lieu attaché, défaussé cachette. C'est une carte que moi je crois que je n'ai jamais jouée. Ça va permettre, rendre les ennemis distants, ça fait qu'ils ne vont pas engager puis attaquer en entrant dans le lieu des investigateurs. Ça peut aussi permettre de traverser un lieu qui contient des ennemis sans se faire engager. Voilà, donc c'est assez stratégique, très dépendant du scénario, du contexte, voilà. Et pour Ashkan Pit, l'intérêt c'est que vous pouvez le jouer une fois par round. Si vous jouez par exemple en solo, vous pouvez vous dire je mets 2 copies de cachette dans mon deck et c'est ma solution pour ne pas avoir à me soucier des ennemis. Piège à coller, version 2. Il n'y a pas de version niveau 0. Donc l'unique version de piège à coller qui existe. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Forcez, après qu'un ennemi non élite est entré dans le lieu attaché, inclinez cet ennemi, désengagez-le tous les investigateurs et attachez-lui le piège à coller. Forcez, quand l'ennemi attaché devrait se redresser, défaussez le piège à coller à la place. Donc, vous êtes dans un lieu, un ennemi entre, vous l'inclinez, vous le désengagez, vous lui attachez le piège à coller. Du coup, il vous a pas engagé, il vous a pas attaqué. Par contre, phase d'entretien, vous défaussez le piège à coller, là, Ashkan Pit le reprend en main, l'ennemi ne se redresse pas, et vous pourrez rejouer le piège à coller plusieurs fois pour continuer à incliner cet ennemi non élite. Alors, évidemment, chaque fois qu'il y a une carte qui vous dit temporise un ennemi, la question c'est pourquoi est-ce que je voudrais temporiser un ennemi non élite au lieu de le vaincre. Ça dépendra de votre stratégie et de vos constructions de deck. Le piège rudimentaire. Alors une carte personnalisable qui a 2 utilisations. Quand elle a plus d'utilisation, on la défausse. Elle s'attache à votre lieu, donc en fait quand elle est défaussée du lieu, vous pouvez la récupérer en main. Chaque ennemi non élite dans le lieu attaché perd 1 de combat et 1 d'évasion. Et à la fin du round, on retire une utilisation. Donc ça vous permet de diminuer la combativité des ennemis non élites dans le lieu, mais ça finit par être défaussé. Donc là, dans votre deck Ashkan Pit parallèle, l'intérêt potentiellement c'est vous le jouez dans un lieu, alors vous en mettez 2 dans votre deck, vous êtes dans le lieu A, vous la jouez, à la fin du round, vous retirez une utilisation, round suivant, si vous piochez un ennemi, vous ou quelqu'un ou un autre investigateur dans le lieu, cet ennemi est affaibli. Après vous êtes débarrassé de l'ennemi, vous allez dans le lieu B. Fin du round, le piège rudimentaire remonte dans la main d'Ashkan Pit. Round suivant, alors éventuellement quelqu'un a pioché un ennemi. Si c'est pas Ashkan, il commence, il joue le piège rudimentaire, et vous avez 2 rounds pendant lesquels tous les ennemis dans le lieu non élite sont affaiblis, et comme ça vous avancez et vous posez les pièges rudimentaires.
sachant que comme vous en avez devant dans votre deck, vous pouvez dire on est dans le lieu A, on en joue un, puis on en joue un dans le lieu B, celui du lieu A devrait être défaussé, donc je le reprends dans ma main, je le jouerai dans le lieu C, celui du lieu B, je le rejouerai dans le lieu D, etc. Et en gros, schématiquement, vous piégez successivement tous les lieux du scénario. Et si vous déplacez en groupe, et évidemment que vous avez pioché suffisamment tôt vos exemplaires du piège rudimentaire, dans le scénario idéal, tous les ennemis, pendant tout le scénario, tous les ennemis non élites ont -1 de combat et -1 d'évasion. Et bon, c'est une carte personnalisable, je sais plus où c'est marqué, voilà, personnalisable. J'ai fait une vidéo dessus, je vous y renvoie. Donc vous pouvez jouer en action rapide, par exemple pour le jouer pendant la phase des ennemis, et sans vous prendre d'attaque d'opportunité, si Ashcan Pit est engagé avec un ennemi, ça peut infliger des dégâts à des ennemis, ça peut faire une explosion de dynamite, enfin l'équivalent d'une explosion de dynamite, etc., etc. Sous surveillance, dont je parlais tout à l'heure, voilà, un ennemi entre dans le lieu, et pour rappel, vous avez des solutions pour faire venir les ennemis dans votre lieu. Vous lui échappez automatiquement, vous découvrez un indice, sous surveillance remonte dans votre main. Dans le lieu suivant, vous pourrez le rejouer pour que pour refaire le même effet. Et comme l'ennemi qui a été incliné par sous surveillance ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien, vous le temporisez un certain temps, et en rejouant sous surveillance encore et encore, vous pouvez temporiser quand même pas mal d'ennemis. Peut-être dans l'optique, alors ça va beaucoup être une question à quel rythme vous piochez les ennemis, à quel rythme vous vous déplacez, mais à un moment donné, il y a un ennemi qui ne se redresse pas dans un lieu, l'ennemi précédent qui avait été qui avait été bloqué par sous surveillance arrive dans le même lieu, et là, hop, c'est le moment idéal pour explosion de dynamite, puis Dieu reconnaîtra les siens, par exemple. Voilà. Alors, les autres cartes que je n'ai pas mentionnées, c'est parce que elles n'apportent pas de... Elles combattent pas avec Ashcan Pit. Par exemple, enfoncer la porte, vous attachez cette carte à un lieu, avec une ressource dessus pour chaque point de réussite de votre test de force, et vous diminuez la valeur occulte du lieu attaché pour chaque piste sur enfoncer la porte. Bon, ok, mais la carte n'étant pas défaussée d'une manière ou d'une autre, vous ne pourrez pas la remonter en main. Retarder l'inéluctable, ça s'attache à un investigateur, pas une carte scénario. Cartographier la zone, c'est pareil, ça ne se détache pas. Donc la carte est intéressante dans certains decks, mais dans un deck Ashcan Pit, pas de combo. Et raccourci, pareil, la carte peut être intéressante, moi je la joue jamais, mais il y a certaines personnes qui l'adorent, mais ça ne se détache pas. Voilà. Alors maintenant, les cartes gardiens de niveau 0, il y en a tout plein. Donc je vais pas toutes les passer en revue. Alors évidemment, il y a les armes, version niveau 0. Ça peut être intéressant si vous vous spécialisez en combat. L'aventurier, pour recharger vos cartes en provisions ou en munitions. Tiens, je vais quand même mentionner le couteau de survie. Vous générez plein d'ennemis. Pendant la phase des ennemis, ils vous attaquent. Si vous les avez pas achevés avant, le couteau de survie vous permet de faire 2 dégâts à l'ennemi qui vous attaque pendant la phase des ennemis, pour vous en débarrasser. Voilà. Ah oui, vous avez droit aux cartes qui ont le trait tactique jusqu'au niveau 4 de mémoire. Donc les cartes qui interagissent avec les cartes tactiques, il y a fin limier, mais vous pouvez pas le mettre dans votre deck. S'en tenir au plan, vous pouvez pas le mettre dans votre deck. Choc Fergus, vous pouvez pas le mettre dans votre deck, mais si vraiment vous aimez les combos interdeck, vous le mettez dans un autre deck, vous mettez dans le deck d'Ashcan Pit la carte, je crois que ça s'appelle Trail d'équipe, et vous dites, le
le truand, tu vas me filer ton Chuck Fergus parce que dans mon deck, j'ai plein d'événements qui ont le trait tactique. Et du coup, ces événements, vous pourrez les jouer en... vous leur faites gagner rapide, ça vous coûte pas d'action de les jouer, et ils vous coûtent 2 ressources en moins en plus. Par exemple, pour l'explosion de dynamite. Voilà. Voilà. Et ça, c'est pas concerné. Du coup, maintenant... Ah oui. Les cartes survivantes de niveau 4 ou 5. Ashcan Pit parallèle, il n'y a pas accès. Concrètement, c'est la masse. Bon, ça vous incite pas à le spécialiser en combat. Enfin, moi la masse c'est pas forcément mon arme préférée, mais bon, ça permet quand même en un tour d'infliger 6 dégâts à un ennemi si nécessaire, ou de façon plus basique à infliger les dégâts 2 par 2 avec la première action. Déjà vu, vous ne pourrez pas faire de deck spécialisé en cartes qui se bannissent. Facilité d'apprentissage, vous ferez pas de deck augmentation de difficulté, diminution de difficulté plutôt. Le talent, vous pourrez le prendre au niveau 0 ou au niveau 2, pas de tronçonneuse, et pas ce truc, pas la précieuse relique qui permet d'encaisser énormément les dégâts. Et sérénité naturelle, il y a une version de niveau 1 je crois. Bon. Du coup, ça lui retire pas grand chose. Les survivants sont toujours une classe où à peu près tout est de niveau 0 à 3. Alors, les cartes donc chercheur, truand ou mystique de niveau 0. Ashcan Pit version standard peut en choisir jusqu'à 5. Ashcan Pit parallèle n'y a pas accès à moins que c'est le trait tactique ou le trait improvisé. Donc il y en a quand même tout plein. Je vais quand même en commenter quelques-unes, je vois. La loupe, +1 en intelligence quand vous enquêtez, c'est très bien, c'est un grand classique chez Ashcan Pit. L'apprentissage forcé, ça permet de défausser plein de cartes et d'y avoir accès, une fois qu'elles sont dans votre défausse, si par exemple ce sont des cartes improvisées comme arme improvisée, comme barrière improvisée ou faire avec les moyens du bord, vous pouvez les jouer depuis la défausse. Vous ne pouvez pas faire ce style de deck avec la version parallèle. La clé de Saint-Hubert, c'était un classique de l'Ashcan Pit standard. Pourquoi ? Parce que on lui fait passer sa volonté à 5, ce qui est très bien. Son intelligence à 3, c'est pas génial, mais quand il utilise Duke pour enquêter, il a 4 de base, le +1 de la clé de Saint-Hubert, ça fait 5, c'est très bien. Alors, moins 2 de santé mentale, ça peut sembler gênant, mais ça lui permet d'aboutir à 3 de santé mentale, et donc de jouer les compétences désespérées. Donc pareil, c'est un style de deck qu'on joue avec Ashcan Pit standard, mais pas avec la version parallèle. Ça va, l'enregistrement marche bien, et la vidéo va être super longue. Le flétrissement, une fois que vous avez passé Ashcan Pit à 5 en volonté, les sorts de mystique sont très intéressants, même remarque pour le 6ème sens. Recherche ésotérique, c'était une autre façon de le faire tomber à 3 de santé mentale restante. Et versatile. Bon, je crois que j'avais mis là pour dire versatile, ça vous permet quand même d'avoir accès à quelques cartes de niveau 0 de la classe de votre choix. Par contre, vous augmentez la taille de votre deck, donc c'est un risque calculé. Alors, qu'est-ce que j'avais voulu mettre là ? Je crois que c'était les cartes qui s'attachent. Les cartes... Pourquoi j'ai remis ça là ? Bon, je crois que ça fera un peu doublon, désolé. De toute façon, comme d'habitude, il y aura l'index temporel, donc les cartes qui s'attachent, il y en a 86, celles qui sont spécifiquement improvisées ou tactiques, il y en a 16. J'ai déjà parlé de Tu ne mourras pas 2 fois. La vidéo de combo,
2 ans déjà 29 novembre 2020, ouais, quasiment 3 ans. Donc la combo, tu ne m'auras pas 2 fois, plus la carte signature de Diana Stanley, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, c'est bien ça, Diana Stanley. Bref, blessure grave que je mentionnais. Voilà, ça peut vous servir à faire des dégâts automatiques aux ennemis, mais par contre il faudra les blesser avec des armes de corps à corps. Alors soit ça peut être une arme gardien de niveau 0, sinon ça sera une arme survivante de niveau 3 max, par exemple la hache d'incendie, mais par contre elle ne fait les dégâts 2 par 2 que si vous n'avez plus de ressources. Or, la blessure grave, il faut dépenser 1 pour la jouer, donc c'est dur de faire un deck pauvre pour Ashken Pit parallèle, vu qu'il va avoir besoin de ressources pour jouer les fameuses cartes attachées aux cartes scénario. Ah oui, le couteau de survie. Ah oui, effectivement, ça c'est un truc. Vous pouvez faire 2 dégâts à l'ennemi pendant la phase des ennemis avec le couteau de survie. La carte a le trait corps à corps. Du coup, vous jouez blessure grave. Il n'y a pas marqué dans quelle phase il faut le jouer. À jouer après que vous avez attaqué avec succès. Non, je pense pas que... Non, c'est rapide, il n'y a pas marqué à jouer spécifiquement pendant votre tour, donc... je pense que ça se fait, bref. Il faudrait vérifier quand même, mais... Phase des ennemis, vous avez fait 2 dégâts à l'ennemi après son attaque. Vous jouez blessure grave, fin du round, il se prend un 3e dégât. Embuscade, oui, bon, en fait, tout à l'heure, j'ai dit ça à coup. Tout à l'heure, au moment où j'aurais dû me contenter de dire à quoi il avait accès, j'ai aussi parlé de la stratégie. Du coup, cette partie-là fait doublon. Donc, voilà, embuscade qui combotte avec enchasse. Le fait de faire venir un ennemi pour lui infliger des dégâts, ça incite à jouer Dieu reconnaîtra les siens. Alors, retarder l'inéluctable, ça combotte pas directement, encore une fois parce qu'on n'attache pas ça à une carte scénario, mais un truc que j'aurais pu mentionner, quand des dégâts et horreurs vous sont infligés, défausser, annuler tous les dégâts, oui. Donc l'avantage, c'est que si vous jouez Ashken Pit en mode je fais venir les ennemis pour avoir des bénéfices, par exemple avec taper dans la fourmilière, ou avec en chasse de niveau 3, et les ennemis de temps en temps ils vous attaqueront, et vous risquez d'être rapidement blessé. Retarder l'inéluctable, ça vous permet d'ignorer une attaque. Des dégâts et ou horreurs vous sont infligés. Donc vous pouvez éventuellement, avec en chasse, vous allez chercher un ennemi qui a, qui a 6 points de vie, tout en sachant que vous ne pourrez pas le gérer complètement ce round-ci. Vous le générez dans votre lieu, embuscade se déclenche, vous récupérez embuscade dans votre main, l'ennemi a encore 4 points de vie, vous l'attaquez, mais mettons en faisant les dégâts un par un, il lui reste 1 point de vie. Face des ennemis, il vous attaque, grâce à retarder l'inéluctable, il ne vous blesse pas. Round suivant, que je dise pas de bêtises, ouais, round suivant, vous lui faites une attaque, il est vaincu, grâce à en chasse, vous gagnez 3 ressources, vous remontez en chasse dans votre main, vous pouvez rejouer embuscade sur votre lieu, vous avez dépensé 2 actions, 3e action, vous jouez Dieu reconnaîtra les siens. Et comme c'était votre dernière action, c'est pas gênant de terminer votre tour. Barricade, j'en ai parlé, l'explosion de dynamite, ah oui voilà, barricade, ça va empêcher les ennemis non élites d'entrer dans votre lieu. Donc ils vont s'accumuler dans le lieu connexe. Surtout si vous jouez à 3 investigateurs, y a quand même pas mal d'ennemis, mettons que les 3... Oups, pardon pour le coup dans le micro. Mettons que les 3 investigateurs sont dans le lieu dans lequel il y a la barricade. Et chaque fois qu'un de ces investigateurs pioche un ennemi non élite, c'est-à-dire chaque fois qu'un ennemi non élite est pioché, il est généré dans un lieu connexe, au lieu du lieu barricadé. Vous choisissez de toujours les mettre dans le même lieu, et à un moment donné, pam, explosion de dynamite dans le lieu connexe,
Ceux qui ont 3 points de vie ou moins sont tués, ceux qui ont 4 points de vie ou plus sont bien blessés. Voilà, éventuellement, un investigateur sort du lieu, barricade remonte dans la main d'Ashken Pit, et vous continuez le scénario. Et éventuellement, pour les ennemis non achevés, si vous avez... Alors je sais pas si je l'ai là... Voilà. Si vous avez le piège rudimentaire avec la fonction... Alors vénéneux, ça infligera 1 dégât à un seul ennemi. Mais par exemple, si vous avez engin explosif et... c'est quoi, minuteur perfectionné, et avant de quitter le lieu, vous jouez le piège rudimentaire, vous dites non, moi je ne mets qu'une seule fois sur le piège. Donc, face des ennemis, les ennemis survivants qui ont 3 dégâts sur eux entrent dans le lieu. Face des ennemis, ils entrent dans le lieu. Alors vous n'y êtes plus, donc il se passe rien. Fin du round, vous retirez l'unique pion foi du piège rudimentaire. Engin explosif, vous le défaussez. Alors, Ashken Pit, il devra décider est-ce qu'il reprend la barricade en main ou est-ce qu'il reprend le piège explosif, le piège improvisé, pardon, parce que les 2 cartes sont défoncées pendant le même round. Il faudra faire le choix, mais en tout cas, fin du round, l'engin explosif se déclenche, de nouveau 3 dégâts à chaque ennemi dans le lieu. Il n'y a plus d'investigateurs. Donc vous avez quand même, par exemple dans un scénario dans lequel vous êtes dans un lieu où il y a, 3 indices par investigateur, ou une action à faire, un test à faire pour avancer dans le scénario et vous allez passer 3 rounds, vous accumulez les ennemis, pendant un certain temps, et potentiellement quand vous jouez l'explosion dynamite, vous tuez 3 ennemis d'un coup, vous sortez du lieu, la barricade tombe, ça permet à 3 autres ennemis d'entrer dans le lieu qui est piégé, et quand le piège se déclenche, hop, 3 autres ennemis tués. Voilà. Sous surveillance, indice gratuit. Sous surveillance sont des indices sans test. Évasion d'un ennemi qui se redresse pas tout de suite. Comme vous pouvez le récupérer en main une fois par round, cette carte-là, si vous piochez suffisamment d'ennemis, ou, encore une fois, si vous générez vous-même les ennemis, c'est un indice par... un indice sans test par round. Et dans un deck solo, je pense quand même que ça peut être vraiment très, très intéressant. Parce que... Alors je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, moi il me semble, alors il y a toujours des exceptions, mais généralement dans un lieu vous avez un indice, ou un indice par investigateur, ou 2 indices, ou 2 indices par investigateur. Alors les lieux avec 3 indices ça peut exister, mais je ne sens pas que ça soit très courant, et si vous êtes dans un lieu 3 indices par investigateur, c'est que vous êtes dans le lieu de fin de scénario, et vous savez que vous n'avez plus à économiser vos cartes de gain d'indices, que là vous pouvez mettre le paquet parce que une fois que vous aurez pris ces indices, le scénario sera fini. Donc, dans le cadre d'un jeu solo, ces 4 combinaisons, 1 par, 2 par, en solo concrètement c'est 1, 2 et 2. Donc dans les deux premières situations sous surveillance, ça vide le lieu de ces indices. Dans le deuxième cas, ça en récupère quand même 50%. Alors sous surveillance est limité à 1 exemplaire par lieu, ok. Mais à côté de ça, par exemple, vous avez tapé dans la fourmilière, vous entrez dans un lieu, il y a 2 indices, le lieu a une valeur occulte, mettons 4, vous dites c'est trop élevé, vous jouez sous surveillance, j'oublie toujours, je crois que taper dans la fourmilière, c'est pas une action rapide. Non. Donc que je dise pas de bêtises. Première action, vous entrez dans le lieu. Deuxième action, vous jouez sous surveillance. Troisième action, vous jouez taper dans la fourmilière. Vous générez l'ennemi. Sous surveillance vous permet d'échapper automatiquement à l'ennemi. Vous gagnez un indice. Sous surveillance, vous l'avez remis dans votre main.
Vous gagnez autant de ressources que le nombre de points de vie de cet ennemi. Attendez, j'ai encore un doute. Faut que je relise taper dans la fourmilière. Oui, voilà, il faut que ça soit un ennemi non élite parmi les 9 cartes du deck. Bon. Mais en supposant que ça marche. Je disais donc, vous le générez, engagé avec vous, vous avez l'indice de sous-surveillance, donc vous avez vidé le lieu, vous avez gagné les ressources correspondant à ces points de vie, ce qui potentiellement vous rembourse sous surveillance. Votre tour est fini vu que vous avez fait vos 3 actions. Face des ennemis, il se passe rien parce que l'ennemi est échappé, vous lui avez échappé, donc il est incliné et désengagé. Phase d'entretien, il se redresse pas. Round suivant, vous vous déplacez, vous jouez sous surveillance dans votre lieu. Phase des ennemis, l'ennemi du lieu précédent ne se déplace pas vu qu'il est incliné. Phase d'entretien, il se redresse. Phase du mythe suivante, si vous piochez un ennemi, ça déclenche sous surveillance. Sinon, vous pouvez vaquer à vos occupations et vous savez que quand l'autre ennemi, en partant du principe qu'il est chasseur, entre dans votre lieu, hop, ça déclenche sous surveillance. Alors, blessure grave. Pourquoi je l'ai encore là? Bon, j'en ai déjà parlé. Premier tour de garde, encore une fois dans une table à 3 joueurs, enfin 3 investigateurs. Vous allez répartir les cartes et vous allez faire comboter. Par exemple, vous dites à la personne qui est dans le lieu avec barricade, tiens, toi tu prends l'ennemi, donc tu le mets où ça t'arrange, dans un lieu connexe. Voilà, vous mettez l'ennemi, vous attribuez un autre ennemi à l'investigateur qui est dans le lieu dans lequel il y a sous surveillance, etc., etc. Alors ça, oui, donc les cartes qui permettent d'aller chercher un ennemi. Non. Les cartes qui permettent d'aller chercher dans le deck de rencontre, il y a en chasse et taper dans la fourmilière. Voilà, donc 2 copies de premier tour de garde, 2 copies de taper dans la fourmilière, 2 copies d'en chasse de niveau 3. Dans votre deck, vous avez 6 cartes, donc un cinquième, 20% de cartes pour aller chercher l'ennemi quand vous le voulez. Et à côté de ça, vous pouvez prendre 2 copies d'embuscade, 2 copies de sous-surveillance, pour que cet ennemi, dès qu'il arrive en jeu, soit vous le blessez, voire vous l'achevez, soit il vous fournit des indices. Alors le coup, pourquoi j'ai mis ça? Je crois que c'était dans l'idée, voilà, à force de jouer des cartes qui s'attachent, il faut diminuer le coût des cartes. Alors le catalogue de chez Schaffner va vous permettre, vous le jouez pour 2 ressources et il vous fournit 5 ressources pour payer des soutiens objets. Par exemple, piège rudimentaire. Toujours sur ses gardes, la version de niveau 4. Alors je vérifie rapidement. Ashcan Pit, hop, le dos. Carte improvisée ou tactique jusqu'au niveau 4. Donc il a accès à toujours sur ses gardes de niveau 4. Donc voilà, les investigateurs, lui et les autres, dans son lieu, peuvent jouer collectivement jusqu'à 4 soutiens, un à la fois en réduisant de 1 le coût en ressources de chacun. Alors, le problème, faudra vérifier, parce que je pense que quand on fera un deck Ashcan Pit parallèle, on aura tendance à mettre beaucoup d'événements. Encore une fois, taper dans la fourmilière, c'est un événement, en chasse, pareil, embuscade, pareil, sous surveillance, pareil, si ma mémoire est bonne. Bon, donc à confirmer quand j'essaierai de faire ma liste de deck. Le fou, alors c'est de niveau 3, mais ça permet, une fois par round, de réduire le coût d'une carte. Comme vous êtes dans un deck récursion, autant un deck Ashcan Pit standard, vous pouviez être dans une logique, j'ai la clé de Saint-Hubert, j'ai 6ème sens, j'ai comment ça s'appelle déjà, Hache d'incendie et Duke en jeu, maintenant j'ai plus rien à jouer, donc plus de besoin de ressources.
Là, à l'inverse, vous aurez plein d'événements à jouer pour faire vos combos. Ingénieux, alors il y a accès vu que c'est une carte survivant de niveau 3. Donc 2 ressources qui se reconstituent à chaque round, et ces ressources vont pouvoir être utilisées pour payer des cartes perspicacité, outils ou ruse. Et sinon améliorer les tests de compétences. Alors là tout de suite, eh bien, je pourrais pas vous dire ce que ça représente comme carte, enfin quelle quantité de cartes vont coûter moins cher grâce à Ingénieux. Ouais voilà, donc ça pareil c'est intéressant sur le papier, mais à confirmer quand je ferai la liste de deck plus tard dans la journée. Improviser, tactique... Ah ben, c'est là justement, perspicacité. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Bah il y a tu ne m'auras pas 2 fois, bon, on en réduit le coût de 1. Enfoncer la porte, c'est pas intéressant. Retarder l'inéluctable qui devient gratuit, donc ce que je disais, vous faites venir un ennemi, vous savez qu'il va vous infliger des dégâts, bah vous les annulez. La barricade on s'en fout parce qu'elle est gratuite. Voilà, donc c'est assez peu pertinent. Ah, et c'est quoi les 2 autres? Donc outil ou ruse. Bah, on va le faire en direct, voilà, avec outil. Il n'y en a pas. Et avec ruse. Ah, suspense. Coup de pied rotatif, ça intéresse pas. Tir de sommation pour déplacer les ennemis. La cachette. Exploiter une faiblesse, c'est pas le genre. Recharge rapide. Ouais, recharge rapide. Si vous jouez un deck arme à feu, bof. Ouais. Étirer et fuir. Bof. Donc non, c'est pas... Ingénieux ne sera pas très efficace. Oula, j'ai toujours pas parlé de ces cartes signature, bah disons que ça craint. La guitare de Pete. Donc un soutien qui coûte 2, alors pour rappel, ça commence en jeu. Pour rappel aussi comme ça, le trait remplacement, enfin le mot-clé plutôt, le mot-clé remplacement, vous devez choisir si vous mettez ça ou Duke dans votre deck, mais vous pouvez mettre les deux si vous acceptez de mettre les 2 faiblesses perso. Action rapide, inclinez la guitare de Pete, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu ou dans un lieu connexe, déplacez cet ennemi d'une fois dans la direction de votre choix. Ensuite, s'il n'y a pas d'ennemi dans votre lieu, soit vous soignez une horreur, soit vous gagnez une ressource. Dommage que j'ai pas parlé de sa carte signature plus tôt, parce que ça peut être très intéressant. Il faut que je recharge... il faut que je recharge les onglets. Donc là, on a donc une carte qui, une fois par round, permet de déplacer un ennemi non élite dans son lieu ou dans un lieu connexe, d'un cran. Donc, une carte qui va vous permettre d'éloigner les ennemis de vous, ou au contraire de les rapprocher. Il n'y a pas de condition, donc ça peut être un ennemi engagé avec vous. Ça peut être donc une solution de désengagement. Vous commencez votre tour engagé avec un ennemi, vous utilisez la guitare, vous dites je déplace l'ennemi dans le lieu connexe, oh il est plus engagé avec moi, maintenant je me déplace et je me prends pas d'attaque d'opportunité. Si vous faites un deck orienté combat, ça peut être l'inverse, tiens il y a un ennemi dans le lieu d'à côté, j'ai l'ordre dans mon lieu, maintenant je vais dans mon lieu, maintenant je le coupe. Ah, premier enregistrement depuis longtemps et un plantage. Bon, normalement j'ai récupéré les données, je reprends où j'en étais. Du coup je vais tout reprendre, ce que je disais, la guitare de Pete, c'est la carte signature, qui remplace Duke, à moins que vous choisissiez de cumuler les 2 cartes signature et les 2 faiblesses perso. Et c'est une carte qui va vous permettre de faire du déplacement d'ennemis de votre lieu vers un lieu connexe ou d'un lieu connexe vers votre lieu. Déjà ça c'est très intéressant de manipuler les ennemis, d'avoir du contrôle, surtout en solo. Il y a un ennemi que vous voulez pas gérer, et ben vous le gérez pas. Enfin, comment dire, il y a un ennemi qui vous gêne, vous le combattez pas, vous le déplacez. Surtout, mettons vous êtes dans un lieu avec un seul indice,
vous sortez l'ennemi de votre lieu, vous récupérez l'indice, vous sortez du lieu, face des ennemis. L'ennemi, en partant du principe que les lieux sont linéaires, l'ennemi se déplace vers le lieu que vous avez quitté. Et vous pouvez, comme ça, si vous vous déplacez suffisamment vite de lieu en lieu, laisser cet ennemi toujours derrière vous. Si vous voulez au contraire combattre un ennemi, mettons par exemple que c'est un acolyte, il entre en jeu, il a une fatalité sur lui, vous voulez pas perdre un round, vous le faites entrer dans votre lieu, vous le tuez, et vous êtes débarrassé de la fatalité sans avoir eu à dépenser d'action pour aller dans le lieu de cet ennemi. Encore pire si c'est un magicien, enfin encore mieux, si c'est un magicien de l'ordre, je crois que ça s'appelle, parce que lui, il récupère une fatalité à chaque round. Voilà. Ça peut être aussi intéressant pour les ennemis. Comment ça s'appelle déjà le serviteur de nombreuses bouches dans la campagne de Dunwich. Quand vous l'avez vaincu, vous récupérez un indice. Donc vous avez envie de le vaincre. S'il n'est pas dans votre lieu, vous le faites venir et vous le vainquez. Dans la campagne de Carcosa, il y a aussi un ennemi. Si ma mémoire est bonne, quand il entre en jeu, on déplace un indice du lieu vers lui. Et quand on vainc cet ennemi, on récupère l'indice. Voilà. Mais là on parle d'un deck Ashcan Pit parallèle, donc un deck dans lequel potentiellement il y a plein Enfin, il y a potentiellement plein de cartes attachées au lieu qui interagissent avec les ennemis. Pièges rudimentaires, sous surveillance. Alors de mémoire, embuscade, il faut que l'ennemi soit généré, donc ça marcherait pas, mais il peut y avoir cachette, il peut y avoir piège à coller. Donc on a potentiellement des lieux, on va dire piégés, et avec la guitare, vous pouvez déplacer les ennemis vers ces fameux lieux piégés. Et le dernier effet, si après ce déplacement d'ennemis, il n'y a pas d'ennemis dans votre lieu, soit vous vous soignez d'une horreur, soit vous gagnez une ressource. Le gain de ressources, ça va être intéressant pour payer ces fameuses cartes à attacher à droite et à gauche, et le gain d'horreur, ça va être pour compenser le fait que les ennemis que vous faites entrer en jeu volontairement, vous ne pouvez pas forcément les gérer sans qu'ils vous attaquent. Donc très bonne carte. Ah oui voilà, donc les cartes qui s'attachent aux ennemis. Et bien justement, blessure grave. Vous générez un ennemi dans votre lieu. Vous l'attaquez, mettons, avec la machette. Vous l'avez attaqué avec succès avec un soutien corps à corps. Donc vous jouez blessure grave, la machette lui a fait 2 dégâts. Il a blessure grave sur lui. Avec la guitare, vous le déplacez vers un autre lieu. Vous sortez de votre lieu. Face des ennemis, il revient dans votre lieu, dans votre lieu précédent, dans lequel vous n'êtes plus. Fin du round, blessure grave, lui inflige un dégât. Et vous continuez à vous déplacer et à laisser cet ennemi derrière vous. S'il vous rattrape avec la guitare, vous pouvez de nouveau l'éloigner, et petit à petit se fait grignoter par blessure grave, que vous pourrez reprendre en main quand l'ennemi sera vaincu. Bolas, alors je vais relire la guitare. Move votre ennemi, donc déplacer cet ennemi. Ah, j'ai pas le texte en anglais, donc je vais vérifier. Je vais vérifier le texte en anglais. Ouais, moves. Donc ça marche. Vous utilisez Bola pour échapper à un ennemi. Alors, quand même, il faudra réussir le test de force. Voilà, c'est réussi. L'ennemi est non élite, vous lui attachez le Bolas. Après qu'il s'est déplacé, on l'incline. Donc là, comme vous voulez lui échapper, il est incliné. Mais plus tard, chaque fois qu'il se déplace, immédiatement il est incliné. Et donc il attaque pas. Et potentiellement, s'il s'est redressé dans votre lieu et qu'il vous a engagé, la guitare, vous le déplacez, forcez, il s'est déplacé, donc vous l'inclinez. Voilà. Barricade. Pourquoi j'avais mis ça? Alors je pense que c'est pour les situations dans lesquelles l'ennemi est dans votre lieu. Vous utilisez, ennemi non élite encore une fois, vous utilisez la guitare pour le sortir du lieu, puis vous jouez la barricade, et maintenant cet ennemi non élite ne peut plus re-rentrer dans votre lieu. Et quand vous quitterez le lieu, la barricade sera défaussée, vous la reprendrez en main, et vous pourrez refaire cette tactique plusieurs fois pour laisser les ennemis derrière vous.
Bon bah cachette, hein, les ennemis dans le lieu sont distants, bah vous envoyez les ennemis dans le lieu. Piège à coller après qu'un ennemi non élite entré dans le lieu, vous l'inclinez, bah pareil. Vous avez joué piège à coller dans un lieu dans lequel vous n'êtes pas resté, vous envoyez l'ennemi dans ce lieu, ça déclenche le piège à coller. Bon, piège rudimentaire évidemment, hein. Encore une fois l'idée d'envoyer l'ennemi dans le piège. Sous surveillance, j'en parlais tout à l'heure. Vous envoyez l'ennemi dans le lieu, ça déclenche sous surveillance. Vous défaussez, vous lui échappez automatiquement, vous récupérez un indice, il ne se redresse pas. Et immédiatement vous récupérez sous surveillance en main que vous pouvez jouer dans votre lieu. Donc vous êtes dans le lieu A, dans le lieu B connexe, il y a sous surveillance qui est attaché. Vous commencez votre tour, action rapide, vous utilisez la guitare, vous envoyez l'ennemi dans le lieu B, ça déclenche sous surveillance, vous avez l'indice, vous échappez automatiquement à l'ennemi et il ne se redressera pas, vous récupérez sous surveillance en main, vous le jouez sur le lieu A. Vous savez maintenant que vous pouvez laisser encore un indice dans le lieu A. Parce que cet indice sera récupéré quand l'ennemi qui était engagé avec vous ou un autre entrera dans le lieu. L'explosion de dynamite, bien sûr, envoyer des ennemis dans le lieu connexe, ça permet de jouer l'explosion de dynamite dans ce lieu-là. Et habileté au tir, si vous jouez un deck arme à feu, voilà, vous envoyez l'ennemi dans le lieu connexe, vous pouvez l'attaquer avec une arme à feu, vous ignorez distant et riposte, et comme l'ennemi est dans un autre lieu, il n'est pas attaché avec vous, donc plus un dégât. Je réfléchis, les armes à feu... Je crois que les armes à feu auxquelles a accès Ashcan Pit, hein, que je ne dise pas de bêtises, ouais, elles font toutes les dégâts 2 par 2, bon, avec habileté au tir, vous passez à 3 par 3. Sa faiblesse. Hard Times, je sais pas, temps difficile, je suppose. Hardship, ça doit être... pas corvée, mais enfin voilà, cette idée-là. Donc pareil, remplacement, ça remplace sa faiblesse qui s'appelle tourmenté par les cauchemars, je crois. Révélation, vous la mettez dans votre zone de menace, forcée. Après que vous piochez une carte ou plus, choisissez défausser le même nombre de cartes de votre main. Pour 2 actions, vous défaussez cette carte. Ouais. Pourquoi j'ai ça là ? Alors déjà, cette carte-là, pour vous en défausser, 2 actions. 2 actions, c'est quand même le tarif classique pour se débarrasser d'une faiblesse d'une faiblesse, oui. Donc, si vous avez le tempo, 2 actions, vous en parlez plus. Maintenant, tant que c'est en jeu, après avoir pioché des cartes, vous défaussez autant de cartes. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas accumuler de cartes en main. Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas incité à piocher, vous n'êtes pas incité à tutorer des cartes, mais à côté de ça, ça diminue pas votre faculté à combattre ou à chercher des indices, ça ne fait pas d'attrition, ça ne va pas vous blesser. Maintenant, le fait de défausser des cartes, alors les cartes qui jouent avec la défausse, enfin qui mentionnent la défausse, bon, cette recherche sert pas des masses parce que c'est pas assez précis, mais il y a des cartes que vous voulez dans votre défausse. Par exemple, découverte fortuite, ça coûte X, myriade, donc vous pouvez en mettre 3 dans votre deck. Qu'est-ce que j'allais dire ? X, c'est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans votre pile de défausse. Enquêter, vous gagnez plus X en intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez X indices supplémentaires dans votre lieu. Donc vous piochez une carte, vous défaussez découverte fortuite et vous dites, la prochaine fois que j'en joue un exemplaire, pour 1, j'enquête avec plus en intelligence et je découvre 2 indices si je réussis. Pierre de lune, vous devez la défausser, vous la défaussez de votre main, vous pouvez la jouer. Donc c'est pas gênant de la défausser. Équipement limité, alors là c'est un permanent qui fait qu'au début de la partie, vous défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Et cette carte-là est utile dans tous les decks survivants qui jouent avec leur défausse. Vous mettez plein de cartes dans votre défausse et ensuite vous utilisez ces cartes-là depuis votre défausse. On a une lueur d'espoir, ça se joue depuis la défausse.
Et concrètement, à quoi ça sert? Elle attribue à des tests pour 1+1. On a récup, vous réussissez une enquête de 2 ou plus, vous choisissez un objet dans votre pile de défausse et vous l'ajoutez à votre main, ou vous le jouez, en payant son coût. Alors attention, c'est pas vous le piochez, c'est vous l'ajoutez à votre main. Donc ça ne déclenche pas la faiblesse. On a grappillé des provisions, vous prenez une carte de niveau 0 dans votre pile de défausse, vous la mettez dans votre main. Pareil, c'est pas de la pioche. Une rencontre fortuite, vous mettez en jeu un soutien lié depuis n'importe quelle défausse. Vous avez dégourdi. Vous l'attribuez un test de compétence, si le test de compétence est réussi. Vous prenez une carte survivant dans votre défausse qui n'est pas un dégourdi, vous l'ajoutez à votre main. Bref, cette faiblesse, moi je la trouve pas trop gênante. Parce que, phase d'entretien, je dois piocher. Si j'avais aucune carte en main, ok, je pioche la carte, je la défausse. Voilà. Si j'avais des cartes en main, je pioche une carte, je vois laquelle est la moins utile, je la défausse. Et même potentiellement, alors c'est pas trop synergique avec la récursion d'Ashcan Pit parallèle, mais potentiellement, je me fais un deck qui joue depuis la défausse et je me dis, ma traîtrise me permet de mettre les cartes dans ma défausse. Je pioche un faire avec les moyens du bord, et je dis, je le mets dans ma défausse et directement je le joue à son efficacité max. Donc je sais pas, cette faiblesse me semble assez anecdotique. Ah oui. Pour rappel, voilà, Duke, j'en ai parlé tout à l'heure, il vous permet quand même de combattre ou d'enquêter avec une valeur de compétence de base de 4, d'avoir un petit effet bonus, et comme c'est une valeur de base, ça s'augmente encore. Donc c'est une carte qui est quand même très efficace. Souvent les gens blaguent sur le fait qu'on ne joue pas Ashcan Pit, on joue Duke. En proie à des cauchemars, là ça empêche de redresser les soutiens qu'on contrôle, notamment Duke, donc ça paralyse quand même beaucoup Ashcan Pit. Et encore une fois, 2 actions pour s'en débarrasser. En solo, si vous êtes pressé par le temps, c'est très gênant. Donc, en version parallèle, son soutien n'est pas aussi efficace parce que il vous permet pas directement de combattre les ennemis ou de gagner les indices, mais si vous faites un deck, on va dire dans la logique d'Ashcan Pit parallèle, avec encore une fois barricade, avec sous surveillance, avec piège improvisé, etc., déplacer les ennemis vous permet de les gérer et vous permet de gagner des indices. Par contre, la faiblesse perso de la version parallèle est bien plus gentille, je trouve. Voilà, et puis le petit mot de la fin, moi je trouve que cet Ashcan Pit parallèle, il rappelle quand même un petit peu Diana Stanley dans la logique, je gère le deck de rencontre. Alors Diana Stanley, elle fait de l'annulation d'effets, voilà, on va dire c'est très direct, il y a un effet, je l'annule, et ça me booste. Ashcan Pit, ça sera moins direct, c'est là, ça sera moins direct, ça va être, je mets dans mon deck des cartes qui bloquent les ennemis, des cartes qui fournissent des indices, des cartes qui fournissent des ressources, qui... qu'est-ce que je vais dire après? Bon, peu importe, enfin voilà. On va mettre des attachements... C'est vrai qu'il n'y a pas de sous-type attachement dans Arkham, mais on va mettre dans son deck des cartes qui s'attachent à des cartes scénario. Ces attachements vont fournir des effets intéressants, généralement très situationnels mais très intéressants, et le fonctionnement d'Ashcan Pit, ça sera de vraiment utiliser la récursion. Encore une fois, sous surveillance, ça peut faire un indice gratuit par round. Piège improvisé, si vous l'avez bien amélioré, ça vous fait une explosion de dynamite à chaque round, etc. etc. Voilà, donc sur le papier, investigateur très intéressant à tester, et
Bah voilà, je crois que j'ai plus rien à dire pour cette vidéo. Donc, je vais bien enregistrer tous mes fichiers. Et puis je vais commencer une liste de decks. Et je montrerai la vidéo pour, je sais pas, mettons mi-décembre. Alors, oui, je l'ai pas mentionné, mais depuis que j'ai préparé cette vidéo, il est sorti... Ouais, c'est ça. Deux autres... sont sortis deux autres investigateurs parallèles, Jim Culver et Zoé Samaras. Il y a eu des... comment on appelle ça, des spoilers des cartes du prochain cycle. Alors, Jim Culver, j'ai pas eu trop le temps de regarder en détail ce qu'il fait. Pareil pour Zoé Samaras. Alors, comme d'habitude, moi le seul endroit où je suis resté actif relativement régulièrement, je vais y arriver, c'est le forum. Donc, hop, voilà, un sujet sur Ashcan Pete parallèle, un sujet sur Jim Culver parallèle, un sur Zoé Samaras parallèle. Bon, il n'y a pas beaucoup d'activités, mais en tout cas, les sujets existent. Et oui, pour ce qui est des spoilers de la prochaine campagne, qui je pense sortira... Alors elle sortira pas en 2023, je pense qu'elle sortira en janvier-février 2024. J'aurai pas le temps d'y consacrer. Et voilà, bon, j'ai toujours pas joué les 2 dernières campagnes, non, j'ai toujours pas joué aux confins de la Terre, et je n'ai pas joué... Je sais même plus comment elle s'appelle l'autre. Je m'en souviens plus. Ça fait des mois que j'ai lâché les JCE parce que j'ai pas le temps. Donc voilà, on verra à l'été prochain si j'ai l'occasion de faire mes vidéos sur la campagne, sur les cartes du cycle, si j'ai le temps de refaire des vidéos de partie, etc. Voilà. Et ah oui, tant que j'y pense. Ah oui, dans une vidéo, alors je sais plus laquelle. Ah, ça m'énerve ces suggestions YouTube, je devrais afficher écran autrement. Donc je disais dans les commentaires d'une vidéo, peut-être celle où je disais que je faisais une pause, on m'a demandé si j'avais toujours le même avis sur l'ordre d'achat des packs pour Marvel Champions. Je voulais me pencher sur le sujet, mais bon, c'est très loin d'être prioritaire. Il y a... Alors, Next Evolution, que je réfléchisse. Voilà, j'ai pas acheté la dernière boîte, les premiers packs. Il y a une autre boîte qui est annoncée. Au moment où j'aurai le temps de me pencher sur la question, enfin, si je me penchais maintenant sur la question au moment de la sortie de la vidéo, il serait déjà sorti d'autres packs, donc pareil, ça fait des mois que je n'ai pas joué à Marvel Champions, donc on verra peut-être à l'été prochain si je fais une vidéo sur le sujet, sachant que globalement les packs que je conseille d'acheter en premier, je pense c'est toujours pertinent. Il y a juste un truc qui change, c'est Sinistre Motivation. Voilà, Sinistre Motivation, le deck de Miles, comment s'appelle déjà, Miles Morales. Ouais, ça. Le deck de Miles Morales est très bien, très efficace. Donc ça peut être bien pour commencer. Voilà. Mais le deck est plus expert et les scénarios avec juste la boîte de base et cette boîte-là, ça risque d'être très dur. Donc non, je pense pas avoir de grands changements à faire à mes déclarations d'il y a un certain temps. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.